Amis de Tektronix, bonjour. Alors, voilà, aujourd'hui je vais, on va dire, inaugurer ma nouvelle playlist Syrup professionnelle, hein, que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Et je vais donc vous présenter en effet un appareil Tektronix. Alors Tektronix, c'est quand même une marque qui est super connue, qui pour beaucoup est associée aux oscilloscopes, mais comme on va le voir, et depuis longtemps, Tektronix ne fait pas que des oscilloscopes, ils font aussi des générateurs, des analyseurs de spectres, des systèmes de mesure, et c'est une société qui de nos jours est toujours leader sur ces marchés, et continue toujours d'innover, et comme on va le voir, je vais vous présenter un appareil qui ne manque pas justement d'innovation. Alors, regardons ça ensemble. L'appareil que je vais vous présenter aujourd'hui est un générateur de fonctions arbitraires qui fait partie de la famille AFG 31000, une des dernières sorties pour ce type d'appareil chez Tektronix. C'est comme souvent une famille d'appareils qui sont un petit peu basés sur le même concept, qui en fonction des possibilités se déclinent en différents modèles et prix. On peut voir ici qu'au niveau du prix de base, le modèle le plus bas commence à 1960 € et le plus haut va à 12 500, sachant qu'il peut y avoir d'autres options payantes comme par exemple une extension de mémoire. Alors je ne vais pas détailler toutes les possibilités et caractéristiques de cet instrument parce que, je veux dire, enfin il y en a beaucoup. Globalement elles sont excellentes, de toute façon vous pourrez aller voir. Mais rapidement on peut voir que la gamme va de 25 MHz jusqu'à 250 MHz avec une ou deux voix. On peut acheter donc directement un de ces instruments, mais il existe des kits pour les faire évoluer. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, pris le 25 MHz, vous pouvez acheter une extension pour passer à 50, sachant que certaines extensions nécessitent un changement du hardware. C'est pas simplement du soft des fois, donc bon voilà, il suffit de renvoyer l'appareil chez Tektro qui vous installera l'option. Alors il y a quand même quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que même si globalement la plus grosse différence entre les modèles est sur la fréquence maximum en sortie sinus, attention, c'est pas vrai pour toutes les formes d'onde, il y a quand même quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que sur les modèles 150 et 250 MHz, la tension de sortie maximum est limitée. Ceci est dû en fait à l'ampli de sortie. Faire un ampli qui sortirait du 10 volts crête à 250 MHz, c'est pas forcément évident. C'est juste quelque chose qu'il faut savoir, à la limite, si on n'a pas besoin d'aller si haut en fréquence, mais qu'on a plutôt envie d'avoir une excursion de tension plus grande, eh ben, faut pas forcément choisir ce modèle. Bon, eh bien, trêve de blabla. Bien sûr, je suis impatient, tout comme vous, de découvrir l'appareil, donc je l'ai vraiment pas encore ouvert. J'essaie toujours, quand je fais des unboxings, de vraiment filmer en live ce que je découvre. Je pense que c'est mieux, parce que ça permet de vraiment d'avoir les premières impressions, à la limite qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Là, j'espère qu'elles vont être bonnes. Donc, allons-y. On reçoit donc ce carton, qui est, on va dire, d'un poids moyen, avec un beau scotch Tektronix. Ah, donc là, on ouvre. Et à l'intérieur, nous découvrons un papier, bordereau de livraison. Bon, ça c'est très classique. Ici, un pack qui contient différents accessoires. Donc ici, la liste de ce que contient le colis. Là, probablement les certificats de calibration, qui sont bien sûr très importants. Nous avons, là, comme on peut voir, deux câbles BNC. Un cordon standard, on va dire, d'alimentation pour l'Europe. Là, nous avons un câble USB pour pouvoir le connecter à un PC. Là, une petite dock de conformité. Et ici, comme on peut voir, une face avant en français. Sachant que, alors, on va voir, normalement, soit il n'en a pas, soit il va être équipé d'une face en anglais qu'on peut changer en français. Alors, c'est pas dit que je le fasse parce que moi, je suis pas fan des appareils en français. Et l'appareil en lui-même, là, qui est dans sa coque ici et que nous allons découvrir. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il y avait dans la fameuse enveloppe ? On voit déjà qu'il y avait la description du modèle et de ce qui est installé dessus. Et là, j'ai la chance d'avoir
le modèle le plus haut de gamme en fait, hein, dans la mesure où c'est le 2 voies 250 MHz, avec, comme on peut le voir aussi, l'option d'extension de mémoire à 128 points, et quelque chose qui est super intéressant que je vous montrerai, la possibilité d'avoir en mode avancé des séquences. Donc ça, c'est les licences, on va dire, d'options. Là, on peut voir le certificat de calibration. Voilà, avec un autocollant, généralement on colle sur l'appareil, hein, ce que je vais sans doute faire. Et on peut voir qu'il a été calibré le 5 septembre 2019. Donc voilà, on voit que c'est vraiment très très récent. Et donc ça, dans l'industrie, c'est quelque chose de très important, j'en ai déjà parlé. Ça permet aussi de prouver que l'appareil a été calibré, et ça donne une traçabilité qui montre que si cet appareil était par exemple lui-même utilisé pour étalonner un autre appareil ou un système, et bien de prouver que voilà, l'appareil était conforme. Je pousse aussi avec ce petit truc à enregistrer le product sur Tektronix, c'est ce que j'ai fait, ce qui est aussi plutôt bien dans la mesure où ça donne éventuellement, enfin déjà ça valide la garantie, ce qui peut être utile, et souvent aussi ça permet aussi de s'inscrire, d'avoir des infos quand il y a des mises à jour, des choses comme ça. Alors voilà l'appareil. Alors la première chose qu'on peut noter, c'est que c'est un appareil qui est relativement imposant. Et clairement, de tous les générateurs que j'ai, c'est sans doute le plus gros parce que il est vraiment très grand. Mais dans un sens, c'est aussi une bonne chose. Il offre un grand écran tactile, hein, et d'avoir un grand écran, c'est voilà, toujours plutôt agréable. Et ici, donc, différentes commandes, sachant que, a priori, on peut quasiment tout faire avec le tactile, mais c'est vrai que d'avoir des fois des boutons, c'est aussi agréable. Et pour certains réglages, surtout des réglages fins, d'avoir ici un bouton de réglage, des fois, c'est quand même quasi indispensable, sachant que la précision du tactile n'est pas toujours souhaitable. Alors si on part de la gauche, on a bien sûr ici le bouton de mise en route. Et alors ce qui pour moi est un bon point, c'est un vrai bouton de mise en route, hein, en cliquetage, c'est-à-dire que quand on arrête cet appareil, il n'est pas en mode veille, il est vraiment complètement arrêté. Et comme j'ai souvent dit, pour moi c'est un point positif que d'avoir des trucs qui restent en veille. Ici on a une prise USB qui va permettre de faire des copies d'écran, d'échanger des formes d'ondes, des settings, et aussi de mettre à jour le firmware éventuellement, hein, sachant qu'on peut aussi le faire par réseau. Ensuite, on retrouve ici les deux sorties. Et alors ici, quelque chose qui change un petit peu du classique, on va dire une entrée et une sortie. Alors, les deux sorties, c'est les sorties des deux voies, hein, ça je veux dire, ça reste assez classique. Mais souvent, sur les générateurs, ce qu'on aurait ici, c'est les sorties de synchro de chaque sortie. Et là, en fait, non. On voit qu'on a une entrée qui peut servir à différentes choses, et aussi une sortie qui peut aussi, elle, servir à différentes choses, et en particulier, je veux dire, bien sûr, en sortie de synchro des sorties ou d'autres. Et ça, c'est déjà plutôt malin, quelque part, parce que d'avoir deux sorties de synchro, alors que très souvent, il y a une relation de phase entre les deux sorties, c'est pas forcément utile, mais on verra surtout qu'ils avaient besoin d'avoir une entrée en face avant à cause de cette super option qui s'appelle Instant View, que je vous présenterai dans une autre vidéo, et qui est vraiment une grosse nouveauté de cet appareil. Ici, de façon très classique, de pouvoir mettre en route ou pas les sorties, de choisir quel est le canal actif, un bouton manuel trigger, donc ça, c'est voilà, si on veut déclencher des impulsions, des séquences, de façon manuelle. Là, de façon très classique, les 4 modes de base qu'on retrouve toujours, c'est-à-dire onde continue, modulation diverses et variées, sweep, c'est la vobulation, et burst, de pouvoir faire des différents trains d'impulsion. Les formes d'ondes de base, voilà, sachant que, comme c'est arbitraire, de toute façon, on peut en dessiner autant qu'on veut. Mais après, de choisir très facilement les paramètres principaux, fréquence, amplitude, phase, offset, ici de façon classique. Sachant que là, on va retrouver aussi, je veux dire, on trouve ça sur beaucoup d'appareils. Le fait de pouvoir choisir ici sur quel digit s'applique le réglage pour revenir au début, ainsi de suite. Là, on a bien sûr le pavé numérique qui va permettre de rentrer directement les paramètres avec les unités. Voilà, enfin, ça, on va dire c'est vraiment le clavier de saisie. Et ici, le fameux mode avancé, sur lequel je reviendrai. Et ici, de façon classique, tout ce qui va être fichier. On voit qu'on peut, si on veut désactiver l'écran tactile,
Hein. Ça peut des fois être bien, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui ont l'habitude de montrer comme ça sur les écrans. Donc ça, on peut tout à fait choisir ça, les utilitaires et ainsi de suite. Donc voilà pour la face avant. Donc sur la face arrière, on retrouve quoi? Bien sûr, ici la prise standard d'alimentation, éventuellement une borne pour le relier à la Terre. Là, tout ce qui va être interface. Donc en standard, il a l'interface GPIB. Alors c'est vrai que ça devient de plus en plus, je veux dire, un petit peu obsolète, mais il y a encore pas mal de bandes test et tout qui l'utilisent. USB, donc là pour pouvoir le relier à un PC, ou bien sûr une RJ45 hein, pour pouvoir le relier Ethernet. Donc là on retrouve 5 prises BNC, à savoir une entrée extérieure. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant qui va permettre de mélanger un signal extérieur avec une des sorties du générateur. Et ça, c'est vachement bien, ça permet éventuellement de simuler des parasites sur un système, des choses comme ça. Ici, deux entrées extérieures pour faire des modulations externes. Et ici, la possibilité d'avoir en entrée ou en sortie une référence extérieure standardisée à 10 MHz, ce qui permet éventuellement d'avoir déjà des appareils entre eux qui sont cohérents. Et surtout, par exemple, même si, je veux dire, de base, il est plutôt bon, on peut très bien y rajouter une référence, comme je vous avais montré, par exemple, GPS. Et là, on va vraiment avoir une justesse de la fréquence absolument phénoménale. Alors, ce que je reproche, ça par contre, c'est déjà un petit moins, c'est que autant toutes ces prises-là, je trouve tout à fait normal qu'elles soient à l'arrière de l'instrument, celle-là, non, c'est vraiment chiant. Or, on voit que devant, là, à côté de la prise USB, il y avait tout à fait la place de les mettre. Après, qu'on me dise qu'il y a des contraintes techniques et tout, enfin, oui, non, je veux dire, à la limite, ça c'est le problème des ingénieurs. Mais ça, pour moi, c'est un truc que j'aime pas trop, parce qu'il n'y a rien de plus emmerdant d'être obligé d'aller derrière, et surtout pour des modulations extérieures. Donc voilà, ça c'est, je veux dire, un petit truc un petit peu négatif. Là, on retrouve sinon un ventilateur, ici, pour le refroidir. On va voir s'il est bruyant ou pas, vu qu'on va le mettre en route maintenant. Alors, c'est branché, on appuie dessus. Donc là, on entend un bruit de ventilateur qui est assez bruyant, je trouve. Est-ce qu'il va baisser après la mise en route? Sinon, on a un bel écran là de démarrage. Là, on peut voir, comme d'habitude, un autotest. Et ce qui est très classique chez Tektronix, ils font toujours ça, tout un tas d'autotests ici et qui montrent que, a priori, tout va bien. Et voilà, on arrive là sur cet écran, on va dire, d'accueil. Donc on voit que le temps de démarrage, bon, il est acceptable. Hein. De toute façon, sur des appareils de mesure, généralement, pour qu'ils atteignent vraiment toutes leurs possibilités, il est généralement recommandé de les faire chauffer au moins 15-20 minutes. Donc voilà, c'est pas forcément non plus un appareil qu'on met en route et qu'on arrête. Je trouve quand même que le ventilateur est... Bon, c'est pas gênant, mais il est quand même relativement bruyant, je trouve. Là, par contre, il n'a pas l'air de vouloir se baisser. Et ça, je trouve que c'est... je sais pas si on te rend trop compte sur la vidéo, mais c'est aussi un petit point, je trouve, pas super top. Voilà, donc, alors, ce générateur, il a en gros deux modes de fonctionnement. Un qui s'appelle basique et l'autre qui s'appelle avancé. Sachant que le mode basique, on va retrouver un petit peu ce qu'on retrouve un petit peu sur tous les générateurs. Au niveau possibilité de commande et tout, ça va être relativement classique entre guillemets. Et on va voir qu'en mode avancé, que je vous montrerai dans une autre vidéo, on peut faire des trucs qui là pour le coup sont vraiment innovants. On peut voir aussi ici le Harp Builder, que je vous montrerai aussi dans une autre vidéo, et c'est aussi un des concepts de cet appareil qui est assez innovant, où il a été fait pour pouvoir vraiment être utilisé tout seul. Sur pas mal de DDS, si on veut vraiment éditer les formes d'ondes, faire des choses comme ça, et a priori, soit il n'y a quasiment pas d'éditeur intégré, ou il y en a mais qui sont vraiment pas pratiques. Là, on verra qu'il a vraiment été étudié pour qu'on puisse très facilement éditer les ondes, je veux dire, pour l'utiliser de façon autonome. Rien n'oblige d'utiliser un PC. Maintenant, rien ne l'empêche non plus. Je vous montrerai qu'il y a aussi un soft qui est livré sur PC qui permet aussi d'éditer des formes d'ondes et tout ça. Et on retrouve ici Utility, voilà, où on va trouver différentes informations, comme par exemple système. Alors on peut choisir le langage. Donc là,
on voit qu'il y a anglais, mais il y a bien sûr français. Donc voilà, ici, on peut passer en français. Alors comme je vous l'ai montré, il est livré avec cette face avant qu'on peut venir coller ici pour l'avoir en français. Mais je reconnais que je ne vais pas le faire. De toute façon, il n'y a pas grand-chose dessus. Hein, quand je ferai des présentations, par contre, je mettrai l'écran en français, je pense que ça sera bien. Parce que moi, les trucs en français, j'aime pas. Mais enfin, donc voilà pour ça. Mais le fait que toute l'interface LED et tout soit en français, je pense qu'à la limite, c'est pas pour les mots qu'il y a ici, même si on parle pas anglais, utility, help et output, je pense que c'est pas vraiment un problème. Et là, au niveau du système, donc on peut choisir un certain nombre ici de choix. Bon, je vais pas rentrer trop dans le détail. Une chose qui est toujours intéressante, c'est de savoir si à la mise sous tension, on revient au réglage par défaut ou si on veut conserver les derniers réglages. Donc ça, bah, je veux dire, ça dépend. Là, est-ce que par exemple, on veut avoir un son sur les clics? On peut bien sûr tout réinitialiser au config d'usine. Est-ce qu'on veut un clavier logiciel? Est-ce que l'horloge, justement, de référence est interne ou externe? Alors, si c'est interne, comme on l'a vu, ce système-là peut servir aussi d'horloge pour synchroniser d'autres instruments. Si c'est externe, eh ben c'est voilà, c'est ce qu'il faudrait choisir. Par exemple, si j'utilisais ma référence GPS comme clock, on peut avoir un économiseur d'écran, un avertisseur. Alors voilà, ça je sais pas trop ce que c'est, il faudrait regarder. On peut régler la luminosité et aussi la zone. Donc là, je pense que nous, on doit en UTC plus 1 ici, parce que je suppose qu'on doit pouvoir régler différentes choses. Là, voilà, on a tout ce qui va être l'autodiagnostic. On peut avoir carrément même une tempo, là, on voit, sur la montée en température. Hein, je suppose que ça permet justement de savoir depuis quand il a été mis en route pour être sûr qu'il est bien. Enfin, voilà. Bon, c'est pareil, je ne vais pas rentrer là, dans tous les détails, parce que c'est quelque chose de très très riche. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que l'écran, il réagit bien, on voit que ça réagit très vite. Alors là, il y a une autre chose qui est super intéressante, c'est le firmware. J'ai été voir, alors, il y a déjà une mise à jour par exemple, alors je ne sais pas si ici elle est installée, il faut que je regarde, mais qui va permettre justement de faire évoluer l'appareil. Et alors ce qui est aussi bien, et ça c'est un point positif, j'étais sur le site, j'ai pu télécharger le firmware, et avec le firmware, il y a une documentation qui explique de façon assez détaillée toutes les corrections qu'il y a eu. Et ça, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas un petit peu de l'omerta sur les changements. Voilà, bon, tout le monde fait des bugs, hein, surtout des appareils comme ça. Là, au moins, on sait, voilà, dans cette version-là, ils ont corrigé tel problème. Voilà, ça pour ça, c'est, enfin, je veux dire, je trouve que c'est une approche plutôt pro que sur certains où il y a une mise à jour où il y a marqué différentes fixes. On ne sait jamais trop ce qui a été fait. Ce qui est aussi intéressant, bien sûr, c'est qu'il y a une aide intégrée. Et par contre, je m'aperçois que, contrairement à ce que je pensais, elle est pas en français. Elle est pour l'instant en anglais. Alors ça, je ne sais pas si c'est un réglage qui n'est pas correct ou si peut-être qu'il y a une mise à jour à faire pour ça. Bah ça, je trouve ça aussi un petit peu dommage qu'en choisissant français, on n'ait pas l'aide en français. Alors maintenant, honnêtement, enfin c'est dommage. D'un autre côté, faut pas oublier que c'est un instrument professionnel et je pense que il y a quand même la majorité des ingénieurs et des techniciens qui vont utiliser ce genre d'appareil. Je pense que l'anglais technique leur pose pas trop de problèmes. Mais c'est quand même un petit peu dommage. Alors, si on passe là en mode basique, on retrouve ici une interface qui va permettre pour les deux canaux de faire les réglages. Alors là, on voit quelque chose qui est intéressant, c'est que, voilà, au niveau graphique, on peut ici ressortir différents réglages. Donc justement, là, ce qu'on peut voir justement sur ce système d'écran qui est très intéressant, c'est que si je choisis par exemple ici des impulsions, on voit que certains réglages ne sont pas accessibles et que je suis obligé voilà, de scroller pour voir par exemple les fronts montants, descendants. Là pour le coup, voilà, si j'agrandis là l'écran, et ben je vois tous les paramètres. Et ça, c'est vrai que si on a besoin d'une voix, hein, ou on veut pas forcément voir les deux voix en même temps, parce qu'à tout moment, comme on voit, on peut passer ici entre la 1 et la 2, ça c'est plutôt sympa ici. Voilà, et on peut bien sûr revenir comme on veut à tout moment, comme ça. Donc, voilà, ça fait partie des petites innovations que je trouve vraiment plutôt sympa. Donc on voit ici la forme d'onde qu'on a, et sachant que si on la change, on voit tout de suite si les réglages, hein, ce qui est assez classique. Par exemple, si on change aussi le rapport cyclique, voilà, enfin ça c'est ici.
on a une prévue toujours des réglages et de la forme d'onde. Là, je me suis amusé, par exemple, avec l'Arbitrary Builder, à dessiner une forme d'onde assez rigolote. Et ça, je vous le montrerai aussi dans une autre vidéo. Alors, la chose, par contre, que je regrette un petit peu, c'est que de base, on n'a pas énormément de signaux. Alors, je suppose que peut-être que c'est comme ça, parce qu'on peut peut-être acheter après des bibliothèques d'ondes, ou en télécharger, ou en installer. Bon, allez, pour finir, je vais encore vous montrer 2-3 petites choses, mais encore une fois, hein, c'est un appareil qui est extrêmement riche, et je pense qu'il faudra plusieurs vidéos pour en voir toutes les possibilités, mais on peut déjà en voir qui sont intéressantes. Donc par exemple, hein, voilà, là on peut choisir par exemple entre fréquence et période comme on veut. Au niveau de la saisie, pour tous les paramètres, soit on veut rester complètement tactile, hein, par exemple là je vais choisir 200 MHz. Je peux aussi bien sûr le faire ici avec le clavier, et après on peut bien sûr, voilà, comme on voit partout pour tous les paramètres, hein, ça c'est assez classique, choisir quel est le paramètre que l'on veut changer, ici bien sûr pouvoir le moduler. Donc voilà, ça donne vraiment beaucoup de choix ici en fonction de ça. Donc là par exemple je suis à 250 MHz. Au niveau de l'amplitude, c'est pareil, c'est assez classique, on peut soit choisir les maxima, minima, soit l'amplitude et l'offset. Là par exemple j'ai un volt crête-crête. On voit d'autres possibilités qui sont assez intéressantes, la possibilité de se mettre des limites. Hein, ça, on peut voir ça un petit peu comme les OVP sur les alimentations, hein, Over Voltage Protection, ce qui va permettre d'éviter d'aller trop haut. Si je sais que j'ai un système où je risque de l'endommager en allant au-delà d'un volt, par exemple, je pourrais très bien régler ça ici. Alors, quelque chose qui est super intéressant, la totalité des générateurs, l'impédance de sortie, elle est fixe de 50 ohms. Par contre, on peut définir l'impédance de la charge et de façon à ce que les unités soient correctes. Donc là, on peut déjà choisir si on a une impédance élevée, 50 ohms, ce qui est le classique, et sinon, on peut ici choisir les valeurs, et ça, c'est aussi super intéressant, voilà, et je peux dire, par exemple, tiens, si je suis là à 600 ohms, voilà, pouvoir faire ça. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre d'être sûr que les valeurs de tension, j'en avais déjà parlé, en sortie, se correspondent bien à la charge, et on verra, hein, mais ça je ferai une vidéo spécifique à ça, qu'avec le super système là, qui s'appelle Instant View, on peut faire même bien plus que voir simplement l'amplitude, mais on pourra même voir carrément la forme de l'onde au bout du coax. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment sympa. On peut aussi éventuellement mélanger du bruit sur la sortie, hein, ça c'est aussi sympa dans la mesure où ça permet justement de faire des simulations, de regarder comment le système qu'on est en train de tester résiste ou pas au bruit. On peut éventuellement synchroniser plusieurs générateurs entre eux. Alors bon, là j'en ai qu'un, c'est déjà beaucoup, mais ça des fois ça peut être intéressant. On peut ici aussi faire des réglages entre les voix. Hein, ça c'est aussi des fois intéressant, par exemple dire que le niveau et la fréquence entre les deux voix changent. On peut éventuellement copier les réglages de l'un vers l'autre. Enfin, voilà, on retrouve ici quand même pas mal de possibilités sympas. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo d'unboxing, hein, de présentation globale. J'ai prévu d'en faire d'autres, hein, bien sûr, des vidéos sur cet appareil. D'abord pour vous montrer, comme je l'ai dit, certaines particularités qui sont vraiment propres à cet appareil et qui sont, je pense, assez innovantes et qui méritent, je veux dire, pour chacune une vidéo. Et puis, je pense qu'il pourra être l'occasion aussi de faire des manipulations pratiques et qui, justement, des fois, mettront en œuvre aussi quelques-unes de ces possibilités, hein, de pouvoir faire des choses qui sont plus difficiles à faire avec d'autres générateurs. Comme d'habitude, sur mon site, hein, je vais mettre un article hein, qui résumera un petit peu les choses au fur et à mesure que je l'ai découverte, donnera des informations sur cet appareil. Alors, après ces premiers essais, hein, je reconnais que là j'ai un petit peu joué avec, j'ai fait 2-3 trucs, mais je suis loin d'avoir fait tout le tour, mais enfin voilà, globalement pour l'instant ma note elle est de 18/20. Et qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé sur cet appareil? Bon déjà quand même, simplement déjà ses performances. Voilà, alors, encore une fois, j'ai pas voulu vous faire la litanie d'aller voir un petit peu dans les caractéristiques tout ce que ça fait. Mais comparé à d'autres modèles, voilà, on voit déjà dans les specs que c'est quand même un appareil vraiment plutôt sérieux. C'est, comme je l'ai dit, un appareil qui est innovant. Hein, il y a l'InstaView, il y a le mode séquence. Enfin, il y a aussi pas mal de petits trucs qui font que ça reste quand même un appareil voilà, qui se démarque quand même un petit peu des autres. Comme on l'a vu, l'interface est assez agréable et surtout, elle répond vite.
Et ça, c'est aussi quelque chose que moi j'apprécie, parce qu'il n'y a rien de pire que des appareils où quand on tourne le bouton, je veux dire, ça se met à jour 2 heures après sur l'écran. Ce côté-là, que je vous ai montré aussi, là, de pouvoir justement un petit peu adapter l'écran et surtout éviter qu'une grosse partie de l'écran soit prise par des données dont on n'a pas l'usage, ça c'est aussi bien. Bon, globalement, on voit quand même que c'est un appareil de qualité, hein, et l'écran aussi, hein, on voit que l'affichage est très bon et que c'est un écran capacitif. Pareil, au niveau tactile, il y a rien à dire. C'est un appareil qui offre beaucoup de possibilités. Un truc qui est tout bête, mais voilà, moi j'aime bien, encore une fois, faire que les appareils, bah, si on n'en a pas besoin, ils soient réellement débranchés. Et quelque chose que je vous ai pas montré, mais qui est aussi important à cet appareil, c'est qu'il a une protection contre les surtensions et les surcharges. C'est-à-dire que si par hasard, sans faire exprès, on met la sortie sur une alim, eh ben, a priori, il y a une protection pour ça, et pour un appareil de ce prix, éviter de le foutre à la benne pour une petite erreur, je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai moins aimé ou regretté, hein, sur cet appareil? Bah, comme je l'ai dit, hein, les BNC de modulation sur la face arrière, voilà, c'est toujours un petit peu pas pratique, quoi. Le nombre de formes d'ondes installées par défaut, je le trouve un peu limite. Maintenant, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut un petit peu relativiser dans le sens où, contrairement à d'autres générateurs qui s'adressent plus à de l'éducation du grand public, et c'est vrai qu'ils en offrent plein des formes d'ondes. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'on les utilise? Pas forcément. Ici, de toute façon, il y a l'éditeur, il y a la possibilité d'en importer, donc c'est pas forcément gênant. Mais enfin, c'est vrai que j'aurais préféré quand même que par défaut, voilà, on ait un petit peu plus de choix. Le ventilateur est quand même assez bruyant. Là, par contre, enfin, je veux dire, on sait faire maintenant des ventilos ou des turbines qui sont quand même assez silencieuses. Ça, je trouve que c'est pareil, c'est pas rédhibitoire. C'est pas non plus bruyant au point je veux dire, d'être obligé de quitter la pièce, hein. Même si, comme tous les bruits de ventilo, on finit par s'y habituer, je trouve que là-dessus, c'est un petit peu pas top. L'aide intégrée est toujours en anglais. Bah ça, voilà. Alors ça, peut-être qu'ils vont y revenir. C'est pareil, j'ai cherché. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de doc. Le manuel en PDF en français n'existe pas. Je l'ai pas trouvé. Maintenant, je sais pas. J'ai cherché. Pour l'instant, je l'ai pas trouvé, mais peut-être aussi qu'il va être disponible. Moi, personnellement, ça me dérange absolument pas. Et je pense que de plus en plus, comme j'ai déjà dit moult fois, faire de l'électronique sans maîtriser l'anglais technique, ça me paraît difficile. Mais enfin bon, d'un autre côté, des fois, c'est aussi bien quand même de l'avoir dans sa langue. Sinon, dans l'aide, là, il y a un système de recherche intégré. Alors lui, par contre, bah, il trouve pas grand-chose. À mon avis, il doit chercher que dans quelques mots-clés qui sont assez rares. Bon, maintenant, cette aide en ligne, ça peut aider un petit peu comme ça, s'il y a un truc qu'on se rappelle pas pour éviter d'aller reprendre le manuel. Mais voilà, je suis pas non plus persuadé que ça soit le super truc. Par contre, on peut télécharger une doc PDF qui, elle, est beaucoup plus complète. Donc voilà pour cette première présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Là, comme je vous l'ai dit au début, Tektronix va continuer à être innovant. Sans les tiroirs Tektronix, là, j'ai un générateur qui s'appelle le FG504, alors qui bien sûr maintenant est un truc analogique, on va dire complètement démodé. Mais quand il est sorti à l'époque, bah, lui aussi était vraiment quelque part en avance, hein, sur son temps. Il allait de quelques dixièmes de Hertz à 40 MHz, ce qui déjà à l'époque pour un générateur comme ça était vraiment exceptionnel. Donc comme d'habitude, hein, je mettrai quelques informations et le lien sur la page sur mon site en commentaire de la vidéo. Bah, vous retrouverez cet appareil, hein, dans les prochaines vidéos que je vais les consacrer, mais encore une fois, le but n'est pas que ma chaîne devienne exclusivement là-dessus, que voilà, ça sera mélangé avec les vidéos habituelles de la chaîne. Maurice, qu'est-ce que tu fous là, Maurice? Maurice, attention, là, t'es sur la playlist professionnelle, là. Ça rigole pas, t'as pas le droit de dire des bêtises. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? T'es embêté, et pourquoi t'es embêté? Parce qu'il y a deux filles qui se battent pour toi. Et alors, en quoi c'est embêtant? J'ai la moche qui est en train de gagner. Bah oui, mon petit gars. Ça peut aussi arriver. Allez, là-dessus que le grand Tektronix vous fait de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.